L'offensive qui a renversé plus de 120 positions en 48 heures semblait contredire toutes les prévisions établies depuis des années dans le Sahel. Alors que nombre d'analystes misaient encore sur l'impossibilité d'une réaction locale rapide, les chiffres bruts de cette avancée éclair révélaient une contradiction frontale entre croyances anciennes et capacités réelles démontrées sur le terrain. Cette rupture invite à interroger ce qui, pour Ibrahim Traoré et ses alliés, transforme une dynamique régionale longtemps figée en un mouvement capable de surprendre observateurs et opposants. Reste une question simple mais décisive. Jusqu'où pourra aller cette bascule nouvelle ? L'Alliance sahélienne, née en octobre 2025, portait une promesse précise. Montrer qu'une souveraineté réellement opérationnelle pouvait remplacer les modèles extérieurs longtemps considérés comme incontournables. Cette promesse offrait un bénéfice clair, redonner aux acteurs locaux la capacité d'agir sans dépendre de validations lointaines. Mais elle s'accompagnait d'un risque proportionnel. Un échec aurait confirmé toutes les lectures pessimistes sur l'incapacité du Sahel à coordonner une réponse autonome. Les premières heures de l'offensive révélaient pourtant un rythme inattendu, comme si la région cherchait à démontrer qu'une initiative enracinée localement pouvait produire des résultats mesurables là où les approches importées peinaient à s'adapter. Reste une interrogation discrète, mais stratégique. Si cette dynamique venait à s'essouffler, combien de temps faudrait-il pour reconstruire la confiance d'unité qui voyait enfin leurs efforts se traduire en gains tactiques tangibles? C'est précisément ce point de tension entre promesses d'autonomie et menaces de désillusion qui définissait l'enjeu central des jours suivant l'offensive. Un moment où chaque décision, aussi modeste soit-elle, réorientait l'avenir immédiat de la région. La révélation est apparue dès les premières heures du 2 octobre 2025, lorsque l'Alliance sahélienne a démontré qu'elle ne se contentait plus de répondre. Elle prenait l'initiative. Et ce déplacement stratégique s'est matérialisé par une donnée brute. Plus de 120 positions neutralisées en moins de 48 heures. Un rythme que presque aucun observateur n'avait anticipé, même parmi les plus attentifs. Ce mini-reveal modifiait l'ordre attendu, car il révélait un point longtemps sous-estimé. La capacité d'anticipation du dispositif régional, soigneusement structuré en amont, produisait un effet de levier que les modèles extérieurs n'avaient que rarement réussi à générer. Là où l'on s'attendait à des délais diplomatiques, à des validations successives ou à des coordinations éparses, les unités sahéliennes avançaient selon une logique interne, fondée sur la connaissance immédiate du terrain. Cette inversion du processus de décision constituait un changement de nature. La région cessait de suivre un tempo imposé pour imposer le sien. L'articulation tactique révélée ce jour-là montrait également comment les technologies sahéliennes, longtemps considérées comme expérimentales, étaient devenues des outils pleinement fonctionnels. Les drones, construits localement à Niamey ou Bamako, exécutaient des trajectoires calculées pour réduire au minimum l'exposition des villages, tandis que les réseaux de communication internes transmettaient des informations suffisamment fiables pour réorienter une patrouille en quelques minutes. Ce socle technique, imparfait mais cohérent, formait le cadre discret dans lequel les décisions prenaient forme. Ibrahim Traoré apparaissait ici comme le coordonnateur d'un mouvement collectif, plutôt que comme un acteur isolé. Sa présence dans les réunions tactiques, son rôle dans l'architecture de l'initiative et son appui à la logique locale donnaient une cohérence nouvelle à l'Alliance. Cette cohérence expliquait pourquoi la rupture du 2 octobre ne relevait ni du hasard, ni d'un simple alignement de circonstances, mais d'une maturation progressive de méthodes locales. Ainsi, derrière le succès initial, une dynamique plus profonde se dessinait. Un Sahel qui ne réagissait plus, mais agissait. Et cette bascule imposait un constat qui commençait à circuler parmi les unités. Lorsque la région contrôle ses propres chaînes de décision, le temps cesse d'être un handicap
pour devenir un avantage. Dans un avant-poste proche de la frontière nigérienne, un officier malien décrivait comment son unité, longtemps contrainte par des délais imposés de l'extérieur, recevait désormais des informations en temps réel grâce aux réseaux locaux. Les écrans, parfois instables, livraient pourtant l'essentiel: l'apparition d'un mouvement suspect, la possibilité d'une embuscade, la nécessité de réorienter une patrouille avant que la menace ne se solidifie. Cette marge de manœuvre nouvelle traduisait une mutation silencieuse. La décision revenait enfin au terrain, et non à une structure éloignée des réalités sahéliennes. Plus au sud, près d'une zone sablonneuse où les déplacements ennemis échappaient auparavant à toute anticipation, une équipe burkinabé observait un changement similaire. Les capteurs régionaux révélaient des trajectoires qui, autrefois, n'étaient détectées qu'après plusieurs heures. Les soldats notaient la différence dans le rythme même des opérations. Les réponses ne dépendaient plus d'un aval extérieur, mais de données produites et interprétées localement. Cette précision naissante ne résolvait pas toutes les vulnérabilités, mais elle réduisait une part du sentiment d'incertitude qui pesait sur les unités depuis des années. Ces deux scènes formaient un fil conducteur discret, celui d'un système qui, sans être parfait, parvenait à transformer les pratiques quotidiennes. Le changement n'était pas seulement technique, il se traduisait par une posture mentale plus assurée, nourrie par la possibilité d'agir avant d'être dépassé. Les soldats y voyaient la preuve qu'une souveraineté opérationnelle pouvait se mesurer dans des gestes concrets, plutôt que dans de grands discours. Et, pour les observateurs, ces signaux précurseurs indiquaient que l'impact de l'offensive dépassait déjà le cadre strictement militaire. Il remodelait la manière même d'habiter le terrain. L'offensive avait commencé avant l'aube, dans un silence presque opaque, lorsque les premiers réseaux sahéliens avaient détecté 3 brèches dans les lignes adverses. Cette alerte, transmise en quelques secondes aux unités déployées près de la frontière nigérienne, constituait l'activation concrète d'une mécanique régionale qui refusait désormais d'attendre les validations extérieures. Les signaux n'étaient pas parfaits, mais ils indiquaient une vulnérabilité exploitable immédiatement. À ce moment-là, l'Alliance choisissait d'avancer et non de réagir. La séquence s'était accélérée dès les premiers déplacements burkinabés. Les unités avançaient en formation resserrée, tirant parti de l'effet de surprise généré par les frappes initiales des drones régionaux. Les relais de communication ennemis, ciblés par 2 trajectoires SR-5, s'étaient effondrés en quelques minutes, plongeant les réseaux adverses dans une confusion complète. L'absence d'un centre extérieur pour coordonner la réponse ne constituait plus une contrainte. C'était désormais un avantage stratégique. Chaque décision naissait du terrain, interprétée par des équipes qui connaissaient les reliefs, les distances et les risques immédiats. À partir de 6 heures, la montée en intensité devenait évidente. Les drones assemblés à Bamako effectuaient leurs manœuvres les plus risquées, volant à basse altitude pour frapper des dépôts de carburant essentiels. Les motos armées, autrefois redoutées pour leur mobilité, se retrouvaient piégées dans des corridors que les unités sahéliennes avaient anticipés. Les observateurs internationaux, installés à Bamako et Niamey, voyaient s'esquisser une inversion des rapports de force. Un dispositif réputé fragile conduisait une manœuvre sans inertie diplomatique, sans délai prolongé, sans fragmentation décisionnelle. Cette accélération formait le cœur de la Cao-Trao, une phase où le tempo régional prenait le dessus sur les modèles extérieurs. Ibrahim Traoré, présent dans une salle d'opération improvisée, soutenait une coordination qui privilégiait la continuité. Pas de rupture entre collecte de données, analyse et action. Cette fluidité, encore inédite quelques années plus tôt, n'était pas spectaculaire en surface, mais elle transformait la logique opérationnelle. Les unités maliennes progressaient au nord, les forces nigériennes verrouillaient les axes de repli, et les équipes burkinabais consolidaient les zones déjà sécurisées. L'ensemble créait une dynamique où chaque maillon renforçait l'autre. Avant midi, le paysage tactique changeait encore.
Les lignes ennemies s'étaient disloquées en petites cellules désorganisées, incapables de retrouver une cohérence opérationnelle. Les villages, longtemps exposés à l'incertitude, voyaient passer des colonnes mixtes qui sécurisaient les routes sablonneuses et escortaient les premiers retours de familles déplacées. Ce mouvement, discret mais constant, annonçait la Dukshan, une phase où la consolidation comptait autant que l'avancée initiale. Les équipes techniques analysaient donc déjà les données des capteurs pour préparer les opérations suivantes, preuve que le cycle décisionnel local s'était solidifié. Cette séquence laissait apparaître Siètre, une rupture qui dépassait la simple chronologie militaire. La région démontrait qu'elle pouvait concevoir, ajuster et exécuter une opération complexe sans dépendre d'un programme extérieur. Les unités sahéliennes ne cherchaient bien pas à prolonger la confrontation. Elles cherchaient à stabiliser, à refermer les brèches, à donner un socle tangible au village qui avait trop longtemps vécu dans l'imprévisibilité. C'est cette cohérence nouvelle qui expliquait pourquoi les heures décisives de l'offensive avaient redéfini les cadres habituels. L'événement ne tenait pas seulement dans les résultats, mais dans le rythme lui-même, rapide, local, continu. Et cette cadence révélait un changement plus profond, un Sahel capable de dicter son propre tempo, sans attendre qu'un autre le fixe à sa place. La baseline était connue depuis plus d'une décennie. Les opérations soutenues par des partenaires extérieurs mettaient régulièrement plusieurs semaines avant d'atteindre un niveau d'efficacité acceptable, en raison des délais diplomatiques, des validations successives et de la fragmentation des chaînes de commandement. La delta révélée durant Tindiban contrastait brutalement avec ce schéma. En 72 heures, l'Alliance des États du Sahel y parvenait à coordonner une réponse complète, réduisant presque par 4 le délai observé dans les missions précédentes. La première donnée structurante concernait précisément cette vitesse d'exécution. Le passage de plusieurs semaines à 3 jours montrait un changement d'échelle qui ne se limitait pas à la performance tactique. Il révélait une transformation de la gouvernance décisionnelle. Les unités n'attendaient plus qu'un centre extérieur tranche. Elles décidaient, ajustaient et validaient selon la logique du terrain. Cette autonomie temporelle, longtemps manquante, devenait un avantage décisif. Une telle réduction des délais modifie la manière dont les menaces évoluent, car elle réduit mécaniquement la marge de manœuvre ennemie. La deuxième donnée majeure portait sur la protection des civils. Le taux de perte civile restait sous 3%, un chiffre remarquable pour une opération couvrant un espace aussi vaste. Cette performance ne résultait pas d'un hasard. Elle traduisait l'adaptation progressive des drones régionaux au relief sahélien, une calibration fondée sur des distances locales que les systèmes importés interprétaient souvent de manière imparfaite. Cette précision opérationnelle découlait d'une lecture fine du terrain, devenue un pilier de la stratégie régionale. La troisième donnée clé concernait l'étendue stabilisée. Près de 600 km avaient été sécurisés durant l'opération, une superficie qui témoignait d'une mobilité interforce capable de couvrir simultanément plusieurs axes. Cette extension n'était pas seulement un indicateur géographique. Elle révélait une complémentarité stratégique entre unités burkinabè, maliennes et nigériennes. Ces forces agissaient selon une logique d'expansion contrôlée, où chaque progression consolidait la suivante. Cette stabilisation donnait un ancrage concret aux communautés qui attendaient depuis longtemps un espace plus prévisible. Ibrahim Traoré apparaissait ici comme le garant d'une cohérence régionale, non par une présence omniprésente, mais par une articulation politique permettant aux unités locales d'exercer leurs compétences sans se heurter à des blocages structurels. Son rôle rendait possible une coordination où chaque donnée devenait action et où chaque action nourrissait l'élan régional. Cette articulation expliquait pourquoi les 3 indicateurs, vitesse, précision civile, surface stabilisée, formaient un ensemble cohérent plutôt qu'une juxtaposition de résultats. Ce triptyque chiffré offrait également un éclairage plus large sur la dynamique interne du Sahel.
Réduire les délais d'action signifiait moins de vulnérabilité lors des premières heures critiques. Limiter les pertes civiles renforçait la légitimité d'une action menée en autonomie. Étendre la stabilisation, consolider la perception d'un mouvement durable. Ces trois dimensions créaient une architecture qui, même sans ressources abondantes, produisait des effets structurels. Les chiffres ne racontaient pas toute l'histoire, mais ils indiquaient une direction claire. Lorsque les décisions se recentrent sur les ressources locales, la performance augmente. Et cette réalité, encore nuancée mais déjà palpable, redéfinissait silencieusement les cadres militaires et politiques d'une région en quête de continuité. Deux objections dominantes se sont imposées dès les premiers comptes rendus de l'opération. La crainte d'une militarisation durable du Sahel et l'idée que l'alliance des États du Sahel pourrait se fissurer une fois l'urgence passée. Ces thèses, souvent exprimées par des analystes extérieurs, se fondent sur des précédents africains où des succès tactiques ont parfois ouvert la voie à des dérives politiques ou à des rivalités internes qui ont affaibli des coalitions prometteuses. La première inquiétude considère que la victoire rapide pourrait encourager les dirigeants à privilégier l'option militaire au détriment des réformes civiles. Selon cette lecture, une opération menée avec une telle efficacité risquerait de devenir un modèle dominant, reléguant les chantiers institutionnels au second plan. Les sceptiques rappellent que des opérations éclairs en d'autres régions du continent ont parfois provoqué une centralisation prolongée du pouvoir, créant un déséquilibre entre institutions militaires et civiques. Pourtant, les données issues de Tindiban offrent une nuance significative. La réduction des délais d'action à 72 heures, la limitation des pertes civiles à moins de 3% et la stabilisation d'environ 600 km indiquent un modèle d'autonomie qui privilégie la précision et la réactivité plutôt qu'une logique de domination prolongée. Ces résultats ne pointent pas vers une militarisation automatique, mais vers une méthode de gestion locale plus agile, centrée sur la maîtrise du terrain plutôt que sur l'expansion institutionnelle. La deuxième objection met en avant la fragilité structurelle de l'Alliance. Les différences d'intérêts entre Burkina Faso, Mali et Niger, déjà visibles dans certaines discussions diplomatiques antérieures, pourraient revenir une fois la pression militaire du moment dissipée. Selon cette thèse, les dynamiques nationales risqueraient de s'imposer de nouveau, fragilisant une coordination qui semblait tenir avant tout grâce à l'urgence sécuritaire. Là encore, les faits observés pendant Tindiban apportent un contrepoint concret. Les drones régionaux, produits localement, les réseaux autonomes opérationnels et la synchronisation des unités sur le terrain montrent qu'une coopération peut fonctionner même lorsque des divergences politiques existent. La logique utilisée n'était pas idéologique, mais pratique. Répondre vite, ajuster localement, stabiliser sans dépendance extérieure. Ainsi, les deux critiques soulèvent des questions légitimes, mais les données du terrain révèlent une dynamique plus solide qu'attendue. Un modèle d'autonomie capable de produire des résultats mesurables sans reproduire mécaniquement les vulnérabilités du passé. L'autonomie change tout. Cette affirmation, longtemps considérée comme un objectif lointain, prenait soudain une consistance tangible lorsque les premières séquences techniques de l'offensive révélèrent un détail longtemps minimisé. Les technologies sahéliennes n'étaient plus des prototypes hésitants, mais des outils capables de modifier en temps réel la lecture du champ de bataille. Les drones construits à Niamey et Bamako exécutaient des trajectoires complexes sans l'appui de systèmes importés, tandis que les réseaux autonomes transmettaient des données qui réduisaient drastiquement la latence décisionnelle. Dans cette nouvelle architecture, la réaction ne dépendait plus d'un centre étranger. Elle s'enracinait dans une logique locale où chaque signal collecté devenait action quelques instants plus tard. Ce glissement technique redéfinissait la manière même d'anticiper les mouvements adverses. L'ennemi perdait son avantage historique, celui de la surprise née des lenteurs structurelles. Ibrahim Traoré et les équipes alliées avaient saisi la portée de cette bascule, non parce qu'elle promettait une victoire immédiate, mais parce qu'elle installait
une nouvelle norme. Les unités voyaient plus loin, réagissaient plus vite et ajustaient leur trajectoire sans craindre l'inertie institutionnelle qui freinait autrefois chaque manœuvre. Le midpoint reveal était là. L'autonomie n'était plus une ambition future, mais un levier direct d'efficacité. Les retombées de l'opération Tindiban n'ont pas seulement redessiné les cartes militaires, elles ont modifié le quotidien de 4 cercles essentiels du Sahel, chacun percevant à sa manière l'effet d'une offensive conçue et exécutée localement. Les dynamiques observées dès les premiers jours montraient que l'impact s'étendait bien au-delà des unités engagées. En ce qui concerne population sahélienne, dans les villages du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la transformation la plus visible provenait du retour progressif des familles déplacées, longtemps retenues par la peur et l'incertitude. Les routes secondaires, autrefois vides, accueillaient de nouveau des convois légers, signe d'une mobilité retrouvée. Les marchés réouvraient partiellement, permettant un minimum d'activité quotidienne dans des zones longtemps figées par les menaces. Les habitants parlaient d'une sécurité proche, rendue possible par des unités locales dont les méthodes s'adaptaient de mieux aux réalités du terrain. En ce qui concerne acteurs économiques locaux, les flux commerciaux montraient également un frémissement net. Les transporteurs empruntaient à nouveau certaines routes sablonneuses, auparavant paralysées par les risques d'embuscade. Cette circulation, encore fragile, réduisait les pertes logistiques et rabaissait les coûts de déplacement, ce qui permettait la reprise discrète de petites filières agricoles et commerciales. Les échanges transfrontaliers recommençaient à s'animer, non pas sous l'impulsion de programmes massifs, mais sous l'effet d'une stabilisation locale qui sécurisait les trajets les plus essentiels. Les commerçants y voyaient une respiration, un espace qui n'existait plus depuis plusieurs années. En ce qui concerne l'institution nationale, pour les autorités étatiques, l'opération jouait le rôle de thèse grandeur nature. Les états-majors constataient une montée en compétences réelles. Les unités savaient exploiter les réseaux autonomes, interpréter rapidement les données et ajuster leur progression sans attendre une supervision extérieure. Les administrations civiles profitaient de cette fenêtre pour réhabiliter certains services essentiels, eau, surveillance de proximité, circulation sur les axes primaires, consolidant ainsi un début de continuité institutionnelle. Cette cohérence opérationnelle renforçait la stature régionale d'Ibrahim Traoré, perçu comme un point d'ancrage entre exigences tactiques et vision politique. En ce qui concerne partenaires extérieurs, les réactions internationales traduisaient une surprise manifeste. Dans plusieurs capitales, les rapports militaires évoquaient un changement de paradigme lié à la précision de l'offensive et à la coordination locale. Certaines chancelleries réévaluaient leurs sanctions. D'autres admettaient discrètement que les approches étrangères n'avaient jamais produit une stabilisation comparable. La démonstration livrée par Tindiban devenait un cas d'étude, une région réagissant vite, consolidant vite et gérant ses propres priorités sans dépendre de structures externes. Cette perception transformait la manière d'analyser le Sahel, non plus comme un espace vulnérable, mais comme un acteur doté d'une capacité autonome mesurable. Au total, ces 4 plans formaient une conclusion claire. Lorsque l'action repose sur des ressources locales cohérentes, les effets se diffusent bien au-delà des frontières militaires pour toucher le tissu social, économique et institutionnel. 3 trajectoires émergent pour les mois à venir. Elles ne prédisent pas l'avenir, elles le cadrent. Chacune traduit une combinaison différente entre cohésion politique, continuité sécuritaire et capacité à maintenir l'autonomie opérationnelle révélée durant Tindiban. Dans une première perspective, celle d'une continuité sans rupture. Dans cette configuration, l'Alliance des États du Sahel maintient la dynamique engagée. Les zones déjà stabilisées restent sous contrôle, et les unités burkinabées, maliennes et nigériennes consolident leur position tout en étendant progressivement leur périmètre. Les réseaux de communication autonomes gagnent en fiabilité, permettant une surveillance plus constante des axes sensibles. Les partenaires internationaux ajustent leur politique. Certains allègent des restrictions.
D'autres privilégient des formes limitées de coopération technique. Le rythme d'évolution est lent, mais régulier. Dans un scénario plus ambitieux, marqué par une expansion régionale de l'autonomie, ici, la dynamique dépasse les frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'efficacité démontrée par Tindiban inspire d'autres pays africains à renforcer leurs propres capacités locales, créant un mouvement de mutualisation technologique et de partage d'expertise, notamment dans le domaine des drones et des systèmes d'observation. Les coopérations sud-sud se multiplient, qu'il s'agisse d'agriculture, de numérique ou de protection frontalière. Sur le plan diplomatique, plusieurs puissances revoient leurs analyses, admettant que la stabilité peut émerger de modèles endogènes plutôt que de dispositifs importés. Le Sahel devient un pôle d'autonomie en construction. Dans l'hypothèse la plus délicate, où l'on verrait réapparaître les vulnérabilités anciennes, dans la version défavorable, les divergences politiques internes finissent par affaiblir la coordination. Les réseaux autonomes se dégradent faute de maintenance, les opérations perdent en cohérence, et certaines unités peinent à synchroniser leurs actions. Les campagnes de désinformation réactivent d'anciennes méfiances entre les trois États, rendant la coopération tactique plus fragile. Les partenaires extérieurs réintroduisent progressivement leurs programmes, recréant les dépendances qui avaient marqué les années précédentes. Les acquis de Tindiban s'érodent, laissant la région dans un entre-deux instable. Face à ces trois trajectoires, une recommandation demeure essentielle. Pensez en conditions plutôt qu'en certitude, afin de lire les signaux faibles sans surinterpréter les fluctuations. Le Sahel n'est pas figé. Il évolue selon des paramètres mouvants. L'enjeu, dans les mois à venir, sera d'observer comment ces paramètres interagiront pour produire une réalité durable ou fragile. Trois cercles d'audience perçoivent Tindiban de manière distincte, chacun y trouvant un point d'ancrage qui éclaire différemment la portée de l'offensive. Cette pluralité de lecture montre que l'impact dépasse les strictes considérations militaires. Il redéfinit la façon dont le Sahel est compris, suivi et analysé. Pour ce groupe, composé de ceux qui suivent l'actualité africaine, pour ce public habitué à des récits dominés par les crises ou les blocages institutionnels, Tindiban apparaît comme un contre-exemple rarement observé. La rapidité des retours de population, la réouverture graduelle des routes et la coordination régionale créent une image moins figée du Sahel. Ce groupe se demande comment une région longtemps présentée comme dépendante peut transformer des capacités locales en actions mesurables, presque en temps réel. Cette interrogation nourrit une curiosité nouvelle, centrée sur la possibilité d'une continuité. Pour ce groupe, composé de ceux qui réfléchissent à la souveraineté et à la sécurité, ici, la question centrale porte sur les conditions nécessaires pour qu'une région reprenne la maîtrise de son environnement stratégique. Les données de Tindiban, délai réduit, pertes civiles limitées, stabilisation étendue, nourrissent des analyses structurelles sur la valeur des décisions locales face à des modèles importés. Ce public voit dans l'opération non pas un événement isolé, mais un terrain d'étude sur la manière dont une autonomie bien calibrée peut remodeler la sécurité. Pour ce groupe, composé de ceux qui cherchent des repères géopolitiques plus larges, pour ces observateurs, Tindiban devient un cas d'école. Il permet d'examiner comment un ensemble régional peut redéfinir ses interactions avec des partenaires extérieurs, en combinant coopération sélective et autonomie accrue. Cette perspective dépasse le Sahel et touche d'autres régions confrontées à la même tension entre soutien international et autodétermination. Au croisement de ces trois regards s'esquisse une réalité commune. La région n'est plus observée comme un acteur passif. Elle devient un espace d'expérimentation, obligeant chacun à ajuster ses cadres d'analyse. Transformer les acquis de Tindiban en dynamique durable exige une feuille de route précise,
structurée autour de pratiques déjà observées sur le terrain. L'objectif n'est pas de projeter des ambitions théoriques, mais de consolider ce qui fonctionne réellement. 5 étapes s'imposent, chacune répondant à une faille identifiée durant les opérations et à une opportunité révélée par la coordination régionale. Pour commencer, il serait essentiel d'harmoniser la formation militaire régionale. La création d'académies partagées entre Burkina Faso, Mali et Niger permettrait d'unifier les méthodes, de renforcer la lecture du terrain et de réduire les disparités tactiques. Cette harmonisation garantirait que les unités apprennent selon des standards communs, adaptés aux réalités sahéliennes plutôt qu'à des doctrines extérieures. Ensuite, il conviendrait de stabiliser durablement les zones sécurisées. Les secteurs déjà libérés doivent être transformés en espaces de mobilité pour les villageois, les commerçants et les services essentiels. Cette continuité entre réussite militaire et bénéfices civils crée un ancrage concret de souveraineté, donnant aux populations la possibilité de réinvestir leur région sans crainte de rupture.